sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un épisode un peu original. On va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude puisque je ne suis pas toute seule. Et que nous ne sommes même pas deux, nous sommes 4. Aujourd'hui, avec Alice, Mathilde et Clémentine. Elles vont avoir l'occasion de se présenter juste après, puisqu'on est, comme vous l'avez vu dans le titre, dans un format un peu de table ronde, on va appeler ça comme ça, où on va parler de la thématique de la posture d'accompagnant ou d'accompagnante, et on va comme ça pouvoir échanger. Donc elles sont toutes les trois des anciennes élèves de la formation sur la posture, et donc l'idée c'est qu'on va pouvoir échanger sur ces thématiques de posture quand on est accompagnant, accompagnante, comment est-ce que ça vient ce sujet de la posture dans la pratique, qu'est-ce que ça change dans la pratique, enfin bref, on va avoir l'occasion de discuter de tout ça. Et donc on discute de tout ça aussi, comme je l'ai précisé, ce sont des anciennes élèves de la formation à la posture, donc dans le cadre du lancement de la promo 9, de cette fameuse formation à la posture dont vous m'entendez parler depuis des années, 2 fois par an, tous les ans depuis 4 ans, puisque c'est la 4e année. Et donc la promo 9 attaque le 25 mars, donc au moment où vous écoutez cet épisode, on sera à 2 semaines et demie, quelque chose comme ça, du démarrage, et il restera au mieux 8 places, c'est ce qu'il reste actuellement. La formation à la posture, donc si vous êtes pro de l'accompagnement, coach, thérapeute, sophrologue, naturopathe, consultant, consultante, vous accompagnez des humains, que vous voulez gagner en confiance, en sérénité, en légitimité dans votre pratique, vous voulez faire passer vos accompagnements à un autre niveau, on met tous les liens dans la description et on va avoir l'occasion de toute façon d'en parler de cette thématique de posture avec mes invités du jour. Quelle transition de génie, franchement je l'avais même pas préparé. Le talent, c'est inné, c'est comme ça. Et je propose qu'on attaque par une petite présentation des invités, qu'elles aient l'occasion de vous dire qui elles sont. Clémentine, si tu veux bien commencer par te présenter pour nos auditeurs, auditrices, qui tu es, ton métier, ta spécialité, parle-nous de toi. Eh ben déjà, un grand merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous dans cette table ronde. Eh bien, moi, c'est du coup Clémentine. Je suis accompagnante au slowpreneuriat. Donc, j'accompagne des personnes, des entrepreneurs, notamment plus ou moins avancés, à réduire leur temps de travail, à bien s'organiser, à développer des bonnes stratégies pour un business qui est durable. Et donc, ça passe aussi par beaucoup prendre soin de soi, être à l'écoute de son énergie, essayer de s'organiser en fonction, etc. Donc voilà. Et du coup, j'ai rejoint la posture, enfin la formation sur la posture d'accompagnante je crois que c'était octobre 2023, ce qu'on se disait tout à l'heure, je crois, promo 6. Donc ça fait un petit moment maintenant et j'ai pas mal de recul pour pouvoir en parler. Bah alors Clémentine, en plus, tu as commencé avec le coaching, après t'es venue en formation posture et elle est maintenant dans la formation de niveau 2, donc Voilà, je suis Laura pour toujours, je crois. Clémentine, elle a fait toutes les étapes. Merci bien pour ta présentation. Mathilde, est-ce que tu veux bien te présenter? Trop contente d'être là. Franchement, je sais pas, j'avais trop hâte de ce rendez-vous et puis aussi de faire de nouvelles rencontres, puisque c'est un sujet qui me passionne, qui me passionnait avant Laura. Mais alors depuis Laura, autant vous dire une chose, j'ai l'impression de vivre au travers du filtre de posture. Je ne vois que ça maintenant dans mon métier. Donc moi, je suis coach de vie depuis 4 ans maintenant et j'accompagne particulièrement les personnes qui ont du mal à s'affirmer. Donc autant dire que les questions autour de la posture, de l'affirmation de soi, de poser des limites, ça fait déjà partie de mon quotidien, autant au niveau perso, mais également au niveau pro. Donc, il y avait un double enjeu pour moi de rejoindre la formation sur la posture, autant sur ma posture, qui venait en dire aussi long, puisque j'étais un peu à un tournant dans mon activité pro, puisque j'avais certaines difficultés, on va y revenir, j'imagine, en long, en large, en travers. Et puis, d'un autre côté, au niveau même de mes bénéficiaires, que j'avais besoin d'accompagner, mais avec un autre regard et d'aller plus en profondeur sur certains sujets. Donc, voilà pourquoi j'ai notamment rejoint la formation sur la posture, sur la dernière promo, du coup. Donc, moi, je suis la promo 8. La promo 8, ouais. Mathilde vient de sortir, elle est toute fraîche, toute neuve. Merci beaucoup, Alice. Oui, bonjour. Et ben, Laura, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis, comme Clémentine et Mathilde, ravie d'être là. Je suis ravie de pouvoir échanger et parler de cette formation qui, je pense, changer beaucoup de choses pour moi.
Donc moi, je suis sophrologue. Je travaille surtout en cabinet. J'interviens aussi en entreprise sur les thématiques du stress et des émotions. J'interviens sur des apports théoriques et puis on pratique des exercices pour aller mieux. Et j'interviens aussi, quand c'est possible, au niveau du système de l'entreprise pour voir comment on peut permettre aussi aux collaborateurs, aux collaboratrices d'avoir un meilleur cadre de vie sur tout ce qui concerne le stress et notamment la communication qui fait partie de ce qui génère aussi un certain nombre d'émotions. Voilà, moi j'ai fait partie de la promo 7. Comme Clémentine, j'ai commencé par le coaching aussi avec Laura. Et avant le coaching, j'ai commencé par les podcasts que j'ai écoutés en long, en large, en travers pendant ma formation de sophrologue. Euh, et, euh, et voilà, que dire, j'aurais aimé faire la formation sur l'approche systémique, mais c'est pas pour tout de suite, pour des raisons diverses. Mais ça viendra. Merci beaucoup. C'est ce qu'on se disait en off, c'est que j'avais pas fait exprès, mais que du coup on a Clémentine promo 6, Alice promo 7 et Mathilde promo 8. Et du coup, j'avais pas fait exprès non plus que on a un axe un peu coaching pro entre guillemets chez Clémentine, coaching perso entre guillemets chez Mathilde et un axe plus thérapeutique chez Alice. Donc en plus on a une j'ai pas fait exprès mais de bonne couverture métier. En tout cas, qui est assez représentative, même s'il y a d'autres profils dans la formation. On a aussi des fois des consultants, des consultantes, naturopathes aussi, on en a souvent. On a souvent aussi, dans ta promo, Mathilde, il y avait une astrologue. Donc ça arrive aussi d'avoir des professionnels plutôt du milieu ésotérique, énergétique, ou qui couplent aussi, hein, des fois, le coaching et la thérapie avec d'autres approches. Mais bon, je crois qu'à vous trois, vous êtes quand même assez bien représentatifs. Et donc du coup la question à 10 000 balles, alors Mathilde elle a commencé un petit peu à y répondre, donc peut-être on va attaquer avec toi, c'était ce qui vous a fait prendre conscience dans votre pratique ou dans votre vécu que vous aviez des enjeux de posture à travailler. Mathilde, tu as commencé à évoquer ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, alors en fait, je me souviens que déjà, je t'ai découverte par le biais d'un podcast autre qui était intervenu. Et alors, ça peut paraître, enfin, je vais le dire comme ça me vient, mais quand je t'ai entendu, je me suis dit, mais déjà, c'est qui? Et ça m'a vraiment intriguée parce que, en fait, j'étais dans une optique où je m'étais déjà beaucoup fait accompagner au niveau vraiment purement business, mais je tournais un peu en rond et j'avais l'impression que je manquais là de quelqu'un qui il y avait un peu plus de bagage, tu vois, en termes de connaissances sur vraiment comment accompagner réellement. Et donc, du coup, quand j'ai filé évidemment sur le podcast, et puis là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on parle de moi. Donc, moi, ce qui m'a vraiment happé tout de suite, bah, c'est la posture du sauveur. Voilà. Donc, la question du sauveur, les séances qui duraient ad vitam aeternam, on a du mal à couper, on a du mal, du coup, bah, en fait, à accepter aussi qu'il y a certains endroits où on ne peut pas aller, où on ne veut pas aller. Finalement, je m'étais en fait construite dans ma façon d'accompagner sur le tas. Et là, je sentais que j'avais déjà eu effectivement une première année de licence en psy que j'avais pas continué pour plein de raisons. Et j'avais besoin là vraiment d'avoir de nouvelles connaissances au niveau métier, purement métier. Et en fait, quand je t'ai écoutée, je me suis dit, elle est vraiment experte, elle est pointilleuse. Je sentais vraiment que ça allait être précis. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie d'en savoir plus, quoi. Donc, je sais pas, j'ai dû reluquer ta page de formation et de coaching. Je ne compte même pas le nombre de temps que j'y ai passé. Mais on va dire que c'est ce qui m'avait happé dans un premier temps. Et puis, bien après, il y a eu plein d'autres choses qui ont fait que j'y suis allée. Mais en tout cas, principalement, c'était la question du sauveur et ce que ça venait chercher du coup chez moi. Rien que le podcast me confrontait en fait à certains comportements que je pouvais avoir et je me suis dit en fait là j'ai envie d'avoir de l'aide là-dessus. J'ai envie j'étais prête à switcher aussi ma vision de l'accompagnement et pour moi c'était une évidence que ça allait être avec toi au vu de déjà des contenus que j'avais vus. Mm. Oui, parce que du coup, je me rappelais pas effectivement que tu avais un parcours aussi universitaire, enfin que tu avais fait la première année, la L1 psycho, donc petite partie de parcours universitaire en psy, quelque chose qu'on a en commun du coup. Et t'as souvenir d'avoir parlé de ça en première année? Je suis pas sûre qu'en première année on en ait parlé un peu peut-être. Ouais, en fait, non, en première année, non, pas trop, parce que si tu veux, j'avais fait ça, et puis en fait, après, mon activité a marché, donc je vais pas me plaindre. Mais en fait, du coup, c'était c'était un peu moins important pour moi, en tout cas, de continuer dans cette direction. Mais le fait d'avoir su effectivement que tu étais passé par un cursus universitaire m'avait quand même aussi, je m'étais dit, ok, cool, j'ai l'impression qu'on va parler de vrais sujets, entre guillemets. Donc pour l'instant, on met un point sur syndrome du sauveur.
Parce que je pense que peut-être il va revenir celui-là, parce que c'est vraiment un des sujets qui revient le plus. En tout cas, c'est un sujet qui en englobe tellement d'autres que forcément ça revient souvent. Clémentine, pour toi, c'est quoi qui t'avait fait prendre conscience que t'avais des enjeux de posture à bosser? Bah, tu peux rajouter un point pour le syndrome du sauveur déjà. Évidemment, il y a eu ça, mais je pense que déjà il y avait le travail donc de coaching qu'on avait fait ensemble où là je me suis dit bah en fait j'ai pas envie que ça s'arrête. Je veux continuer d'apprendre des choses aussi parce qu'en coaching, ne serait-ce qu'en coaching, tu nous apprends certaines choses sur le triangle de Karpman, etc. Donc j'avais envie de creuser un peu. Et il y avait un peu un sentiment aussi d'illégitimité d'une certaine manière en mode ok, je m'auto-proclame coach, mais j'ai fait aucune formation, j'ai aucune certification de quoi que ce soit dans mon métier. Et du coup, j'ai un peu de mal avec ça. Et comme j'accompagne beaucoup sur des volets de santé mentale, avec des questions parfois de burn-out, etc., je me disais, mais en fait, je suis pas vraiment armée pour faire face à ça et il faudrait vraiment que j'aille plus loin. Donc ouais, il y a ça. Et puis du coup, le syndrome du sauveur aussi. Moi, j'avais plus un côté trop friendly avec mes coachés. En mode, c'est des copines, on s'entend bien, donc on fait la séance de coaching, puis après on parle de la vie, quoi. Sauf que du coup, ben, certes, ça a duré 1000 ans, mais pas pour donner plus de conseils, juste parce que j'étais un peu copine, et du coup, voilà. Donc, quand j'étais coach Instagram, notamment à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup ça. Après, ça a évolué, mais j'avais toujours ces séances qui débordent, et puis cette sensation, en fait, c'était cette sensation de jamais faire assez qui poussait constamment à donner plus, quoi, très clairement. Donc, manque de confiance, manque de légitimité, c'est vraiment ça qui m'a poussé à me dire, OK. Et puis aussi tout ce qui est apport, du coup, théorique, plus sur l'aspect psycho et de me dire, OK, ben là, je vais vraiment apprendre des choses et comme j'aime bien apprendre, bah, du coup, je me suis dit, c'est chouette aussi. J'avais hésité quand j'étais étudiante à faire une filière psycho. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je raccroche les wagons, c'est cool. Ok, donc un deuxième point pour le syndrome du sauveur, la question de la légitimité, la question du cadre. Et du coup, quand tu disais, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop friendly avec mes bénéficiaires, c'est genre, t'en être rendu compte au fur et à mesure de tes séances, ou c'est parce qu'à un moment donné, genre, t'as eu un problème, et c'est ça qui t'a fait prendre conscience? Alors non, j'ai pas eu de problème particulier vis-à-vis de ça, mais par contre, ouais, j'avais en fait en prenant le recul derrière post-formation, je me suis dit bah ouais, là je pose beaucoup plus un cadre avec elle. Et donc forcément la relation n'est pas la même, c'est une relation professionnelle d'une certaine manière, même si je reste accessible, je reste voilà toujours très bienveillante, très à l'écoute, etc. Enfin, ça n'en change pas nos qualités humaines. Mais par contre, bah oui, effectivement, j'ai mis certaines limites sur les sujets qu'on pouvait, pas forcément les sujets qu'on pouvait aborder, mais en tout cas ne pas partir trop dans le côté on est copines, quoi. Je suis plus dans le volet accompagnement. Ouais, bah cette question des limites, on aura peut-être l'occasion d'en parler après parce que c'est vraiment un sujet important. Et effectivement, tu fais bien de le souligner parce que généralement, quand on aborde la question de travailler le cadre, de poser un cadre solide, rigide d'accompagnement, tout de suite, il y a ce truc de je vais perdre le contact, je vais perdre la bienveillance, comme tu disais, ou le relationnel avec les bénéficiaires jusqu'au jour où ça ne se passe pas bien, parce que je le rappelle que bon, le cadre c'est un peu le b.a.-ba nécessaire, indispensable pour que vous soyez en sécurité en tant que pro de l'accompagnement et que vos bénéficiaires aussi du coup de fait soient en sécurité et que vous allez un peu vous en mordre les doigts le jour où vous avez quelqu'un qui va dépasser le cadre parce qu'il va pas bien ou parce que il va outrepasser ses limites et que comme tu disais on peut très bien garder toutes ses qualités humaines en posant son cadre mais on rappelle que l'empathie c'est pas la sympathie tout ça. Désolée, Mathilde, elle sort de la formation, vraiment, tu dois l'avoir en tête. Genre, ça fait 5 mois qu'elle me répète ça. Et je suis encore là à entendre les mêmes choses, quoi. Tu te veux du mal, en fait, à un moment. Et puis, bah, il nous reste Alice. Du coup, toi, c'est quoi que t'es fait prendre conscience de tes enjeux de posture à travailler? Moi, en fait, j'ai enchaîné tout de suite sur la formation de posture, juste même un tout petit peu avant la fin de ma formation de sophrologue. J'avais fait le coaching avec toi déjà avant. J'avais écouté un certain nombre de tes podcasts. Je lis depuis, je pense, maintenant on peut dire des années, tes newsletters. Et voilà, je crois qu'il y a eu une période où j'ai mangé et dormi Laura Besson bien dans ta boîte. Euh, et donc, j'avais, si tu veux, pris conscience par ces écrits, enfin, par tes écrits et par tes podcasts, de l'importance d'être
bien ancré dans son cadre. Après, c'était aussi lié à mon métier précédent où le cadre était aussi important et je savais que finalement le cadre c'est ton guide et c'est salvateur. En fait, c'était une évidence. Je me suis même pas posé la question de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Ça existe, Laura, c'est bon, j'ai confiance, voilà, les contenus sont hyper quali et en plus, enfin, tout ce que t'apportes et le programme, c'est tellement complet que, en fait, je me suis pas posé la question 10 000 ans. Et tu peux mettre un troisième point pour le syndrome du sauveur. Je voulais être un peu plus, on va dire, sûre de pas plonger dedans, parce que j'avais aussi cette conscience-là, parce qu'aussi on l'avait travaillé en coaching, d'avoir le risque d'y basculer. Et donc, c'était plus en prévention, on va dire, que dans des situations où j'ai eu des problématiques. Alors, celles et ceux qui nous écoutent, ils vont peut-être penser qu'il y a que des positions de sauveur dans la formation. Mais en même temps, si ça revient là aussi, c'est parce que vraiment, c'est hyper fréquent hein, chez les pros de l'accompagnement. Bon, pour des raisons évidentes, hein, où on peut se douter que nécessairement, quand on a des positions de prédilection de sauveur, on est souvent attiré par des métiers de l'accompagnement, de la relation d'aide, bref, de cet environnement de manière assez large. Il y a un peu moins de positions victimaires, en tout cas dans l'accompagnement, parce qu'on rappelle que chez Cartman, dans le transactionnel, vous avez des positions de prédilection, mais évidemment, vous les utilisez toutes, donc vous n'êtes pas que des sauveurs ou que victimes. D'ailleurs, vous n'êtes même pas sauveur ou victime, hein. Vous avez des stratégies comportementales préférentiellement de sauveur ou de victime ou de persécuteur. J'ai l'impression dans la formation que je vois un peu moins des positions victimaires en tant qu'accompagnant, ça peut arriver, c'est un peu moins fréquent, mais on a aussi les persécuteurs, notamment peut-être encore plus dans ton milieu, Clémentine, où on voit souvent le truc chez les coachs pro, un peu de bottage de fesses entre guillemets, de il faut secouer les gens, hein, il faut voilà, il faut que je les motive, il faut que je leur mette un coup de pied aux fesses pour qu'ils aillent faire leur chiffre d'affaires ou je ne sais quoi. Ce qui est clairement la stratégie du persécuteur, hein, au même titre, ce qui n'est pas mieux ou moins bien, hein, au même titre que les positions de sauveurs qui disent je me dévoue, je suis présent H24 pour mes bénéficiaires, il faut que je sois là pour eux, il faut tout que je donne. Enfin, vous avez donné à vous trois plein de manifestations hein, de la position du sauveur, tout donner, l'illégitimité, les séances qui durent une plombe, la difficulté à poser du cadre, etc. Je comptais vous demander, mais vous avez déjà répondu en partie à ce qui vous avait fait rejoindre la formation posture. Alors du coup, je vous fais plutôt rebondir sur ce qui vous a le plus marqué. Du coup, dans ce travail à la posture, est-ce qu'il y a un sujet en particulier, un exercice, une thématique, un ressenti, peut-être une journée aussi du programme, une des intervenantes, puisque je suis pas la seule aussi. Bref, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Mathilde? Tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus marqué, toi? Elle est dure ta question, Laura. Une chose. Je veux dire, ouais, non, Tu non, peux en mais dire plusieurs. évidemment, évidemment. Déjà, juste quand même, effectivement, par rapport à ce que Clémentine disait, le coup du friendly. On peut rajouter plus 10 ici également, hein. Je prends 10 points moi toute seule sans problème. Enfin, je prenais parce que justement maintenant il y a des choses qui ont bougé aussi. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, ce que j'ai adoré, c'est je pense à quel point on est allé en profondeur sur l'analyse transactionnelle en fait. Moi j'avais une vision d'ensemble sur l'analyse transactionnelle qui m'avait déjà été pas mal partagée et transmise par ma mère qui elle aussi dans les métiers d'accompagnement et qui apprécie beaucoup le travail de Cartman. Mais là, le fait d'aller tellement en profondeur, ça m'a éclairé sur plein de choses, autant sur mon fonctionnement que sur, du coup, mon fonctionnement, je veux dire, en tant que moi, Mathilde, femme, et puis en tant que aussi accompagnante. Donc ça m'a énormément marqué. Ce qui m'a aussi beaucoup éclairé et assez rapidement, du coup, dans mes accompagnements, c'est tout le travail autour des constructions du monde, clairement, qui a été aussi assez révélateur dans la mesure où j'avais déjà une lecture, mais c'était une lecture autre, plutôt autour des croyances limitantes, donc assez basique, on va dire, dans le coaching de vie. Mais là, d'être parti vraiment sur les constructions du monde et de la double contrainte des impacts des uns des autres, etc. Moi qui adore les dynamiques relationnelles, franchement, c'était du, c'était du pain béni, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui m'a le plus plu et vraiment de voir que là, j'apprenais pour moi, mais aussi pour la moi qui accompagne, en fait. Et ça, je m'y attendais pas plus que ça. Donc, ça a été une belle surprise, notamment. Ouais, c'est un truc qui revient souvent hein, quand on travaille sur la posture. Alors ça peut paraître peut-être évident, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se disent oui, merci pour le coup de pied dans la porte grande ouverte, mais des fois, comme tu disais, on le voit pas forcément. Moi, la première
de manière comment dirais-je un peu plus longitudinale la fac de psy. Je pourrais pas dire que ça a été un énorme travail sur nous en tant que tel, mais c'est des années plus tard que tu te rends compte qu'en fait ça t'a fait cheminer sur plein de choses. Et je trouve que le travail de posture, ça fait travailler effectivement sur soi. En tout cas, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les témoignages des élèves dans les formations à la posture. Peut-être qu'il doit revenir pour celles et ceux qui sont formés avec mes confrères et consoeurs aussi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, nécessairement, par exemple, la question des constructions du monde, je crois que j'ai traumatisé tellement de gens avec les constructions du monde. Des fois, j'en parle en story, je reçois des DM d'élèves qui sont en mode genre j'en ai marre qu'on parle de ça. Ouais, construction du monde et tout ça. Bah oui, et du coup, ouais, ça fait travailler sur soi. C'est un peu le double effet. Peut-être que Alice et Clémentine, elles ont un retour à faire du fait d'avoir fait le coaching avant, peut-être faire des liens, etc. Et vous êtes toutes trop gentilles et trop mignonnes à me faire plein de compliments. Mais je me dis, les gens ils vont nous écouter, on pensait que je suis un gourou. Je vais avoir des problèmes en fait. Genre moi je fais une table ronde pour qu'on parle de posture et qu'on parle de la formation, je vais me retrouver avec des problèmes à la fin, hein. Ça va être problématique. J'ai peut-être un dernier truc que je Ouais. voudrais rajouter aussi, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était dans les modalités que tu proposais, le simple fait que, alors je rajoute une couche du coup, vu que quitte à être vu comme un gourou, autant y aller à fond, hein, Laura. Le fait que ce soit sur des journées complètes, moi j'ai kiffé aussi, ça me permettait de m'extraire complètement de mon quotidien et d'être pleinement présente. Alors que j'ai tendance toujours à courir dans tous les sens et être partout, donc ça c'était top. Et puis en fait, moi, j'ai eu de vraies réponses sur mes problématiques et mes cas pratiques. Parce que comme j'avais des coachés, j'étais dans le coaching de groupe, etc., ce qui est toujours le cas, j'avais vraiment des sujets et le fait de pouvoir les déposer, d'avoir ton retour avec un autre angle, une autre analyse, je savais que j'allais pouvoir déposer là dans le groupe à Laura et que j'allais avoir un retour, tu vois, sur comment je pouvais gérer cette situation autrement. Hmm. Ouais, le groupe WhatsApp, je trouve que pour ça c'est bien. En plus, vous, votre promo, c'était la première fois que je créais parce que au level de technologie. Donc maintenant, je crée des communautés WhatsApp par promo, ce qui permet, voilà, tu as vu Alice, grosse technologie. Et du coup, comme ça, j'ai plusieurs groupes dans la communauté. Donc du coup, la promo de Mathilde, elles avaient un groupe général, le groupe questions-réponses, le groupe partage, le groupe club lecture, etc. En plus, en promo, elles étaient à fond, elles ont lutté, elles sont réparties les bouquins de bibliographie et tout. J'adore. C'était hyper organisé. L'obsessionnel en moi aime beaucoup. Clémentine, toi, c'est quoi qui t'a le plus marqué dans ton travail sur la posture? Alors oui, déjà, je vous rejoins sur le côté travail sur soi, en fait, en perso. Enfin, forcément, j'ai eu le coaching juste avant, donc ça a fait une continuité. Mais effectivement, et c'est plus quelque chose qu'on comprend après, avec le recul, une fois que moi à l'époque c'était 5 mois, je sais plus, je sais pas si c'est toujours 5 mois, mais au bout de 5 mois, je me suis dit, waouh, je ne suis plus la même personne. C'est très clair. Et je saurais pas, enfin, en fait, sur le moment, je savais pas dire qu'est-ce qui avait changé. C'était vraiment tellement profond que c'était tout un mécanisme, en fait, qui avait bougé, quoi. C'était vraiment très clair. Donc, ouais, déjà ça. Mais après, sur le contenu en lui-même, je dirais tout ce qui est technique de relance. Parce qu'un de mes plus gros défauts, en tout cas passé, c'était, de faire des suppositions. Que quelqu'un m'amène un sujet et je me dis, ah oui, c'est pour ça. Non, apprends à poser des questions et à véritablement écouter la personne qui te cause pour essayer de faire le tour de sa demande, de sa problématique et vraiment avoir une idée globale de la chose pour pouvoir bien l'accompagner. Et ça, c'était une grosse problématique que j'avais. Et même dans ma sphère perso, j'avais tendance à être trop bourrine, quoi, à aller du tac au tac. Et en fait, je manquais à chaque fois, quoi. Donc maintenant, même des fois, ça arrive que je dise, bon, peut-être que ma question elle va te paraître totalement stupide ou naïve, etc. Mais je te la pose. Et le fait de déjà dire ça, ça permet de désamorcer. Et en même temps, bah, la personne, elle se dit, ah, ça, c'est pas con de me poser cette question. Et du coup, on avance dans l'accompagnement. Et ça, ouais, ça, c'est vraiment le truc. C'était quand même pas mal pour ça aussi que je venais parce que j'avais du mal, en fait, à poser les bonnes questions. Donc, ça m'a bien aidé. Ouais, tu fais bien d'en parler parce que moi-même, des fois, ça me paraît tellement un espèce de truc évident, les techniques de relance, les techniques d'entretien, que moi-même, des fois, j'oublie de rappeler à quel point c'est important. Alors déjà, effectivement, l'histoire des suppositions, hein, dans la formation, je vous le dis tout le temps, on va pas faire de la psy de comptoir ou de la psy café du commerce, quoi. De l'accompagnement café du commerce, en tout cas. Et effectivement, les techniques de relance, c'est important. Je sais plus qui j'entendais l'autre jour. Nana qui est devenue coach, qui était elle était quoi cette nana, agent immobilière ou non, dans l'événementiel je crois,
Puis d'un coup, j'ai vu coach pour dirigeant, je sais pas quoi, et à chaque fois, ça m'étonne un peu, qui est peut-être au demeurant une très bonne coach. Je ne sais pas, je ne l'ai pas consulté moi-même, hein, j'en sais rien, mais j'avoue, à chaque fois, je suis un peu en mode genre. C'est marrant parce que je doute que la question, par exemple, du recadrage positif ou de la connotation positive ou des techniques de reflet, ça soit bien maîtrisé. Mais peut-être je suis mauvaise langue. Probablement je suis mauvaise langue. Et toi, Alice, c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué dans ce travail de posture? Je me suis noté des trucs pendant que je vous écoutais parler parce qu'en fait, mais exactement pareil. Enfin, franchement, bon, le travail sur soi, c'est un c'est un truc mais qui est juste incroyable en fait. Moi, j'avais fait le coaching. Il s'était passé 1 an entre le moment où on avait terminé le coaching et le moment où j'ai débuté la formation professionnelle de l'accompagnement. Et du coup, bah, rien que la thématique des constructions du monde, finalement, ok, c'est un des gros sujets de Laura. Et en même temps, ouais, c'est une évidence, quoi. Et ça fait beaucoup de bien aussi d'avoir ce rappel de façon, on va dire, assez récurrente, moi, dans l'intervalle. Après, je dirais que ce qui a été finalement peut-être le plus fort pour moi, ça a été toute la mise en pratique. C'est-à-dire que, ok, le triangle de Cartman, ok, les constructions du monde, l'analyse transactionnelle, tout ça, tout ça, tout ça, toute la partie théorique, c'est hyper intéressant, c'est génial. C'est bon, maintenant j'ai compris, tout va bien. Pas du tout. Tu fais les 3, 4 premiers exercices et tu te dis, ok, j'ai rien compris. Mais pourtant, j'étais persuadée d'avoir compris. Ah ouais, mais en fait, non, j'ai pas su l'identifier. Et donc, c'est pas parce que je sais faire. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le plus révélateur de la nécessité d'aller vraiment dans la pratique finalement et que lire des bouquins, ça suffit pas. Si au demeurant, c'est génial et c'est hyper intéressant, ça suffit pas. Et s'entraîner avec en plus d'autres personnes, le fait d'avoir plusieurs intervenantes aussi, et puis avoir toutes ces informations aussi qui te permettent à toi, en tant que professionnel et en tant qu'individu, de pouvoir te dire, OK, en fait, maintenant, je sais, et en plus, je sais que je sais. Et ça, je trouve que c'est puissant pour les accompagnements, c'est puissant pour la posture, c'est puissant pour la confiance en soi aussi. Et quand tu as quelqu'un qui arrive et qui te dit X ou Y, peu importe tes outils, tu sais que tu vas pouvoir soit rediriger, soit bah, accompagner, soit etc. etc. Et je trouve que ça vraiment c'est ce qui a été le plus fort pour moi. Et après bon, on a plein d'autres choses, mais Moi aussi, je prenais des notes de ce que vous disiez parce que j'essaie de pas oublier des choses. Ouais, moi je trouve que ça y fait beaucoup pour la légitimité. Moi j'ai la sensation que dans mon parcours à moi de travail sur ma posture, des praticiens, praticiennes qui m'ont accompagné et puis des formateurs, formatrices, vraiment je trouve que les constructions enfin c'est aussi pour ça que je vous tartine dans la formation avec les constructions du monde et l'analyse transactionnelle. En tout cas, c'est au-delà de l'analyse transactionnelle parce que moi c'est pas mon champ d'expertise. Enfin, je suis pas transactionnaliste quoi. Je suis plutôt dans des référentiels de systémique. Mais comme on a quand même beaucoup en commun eux et nous, forcément il y a plein d'espaces sur lesquels on se rejoint. Et parce que je trouve que vraiment c'est ce qui est le plus game changer. Je trouve que vraiment dans tout le travail, comme tu disais très bien. C'est pas parce que je sais faire. Elle est très bien cette phrase. Je vais te la piquer, je pense pour la communication, je me mettrai un petit crédit. Elle est très bien. Mais parce que c'est vraiment ce truc-là. C'est que toute la partie théorique, moi je trouve qu'elle est importante. Bon, de toute façon, vous le savez, vous avez été formé avec moi, mais des fois ça m'embête un peu ce truc. Je crois que c'est un peu moins le cas, mais les dernières années, on entendait beaucoup ce truc de genre il faut faire beaucoup de pratique, la théorie, pas on s'en fout, mais un peu voilà. Bon, moi j'ai ma petite déformation d'universitaire. Ouais, quand même la théorie c'est important parce que je trouve que ça fait quand même fonction un peu de socle et de base sécure sur laquelle vous pouvez venir vous rapatrier quand justement après vous êtes en pratique, des mises en pratique à dans la formation ou dans vos pratiques à vous quoi. Et donc bref, du coup je trouve que vraiment déjà capter que en fait, je crois que c'est Clémentine qui disait ça tout à l'heure, c'est pas que c'est insuffisant ce que je donne, ce que je fais, etc. C'est que j'ai une construction du monde d'insuffisance et donc en fait je vais filtrer à travers ça ici, ailleurs, hier, aujourd'hui, demain. Je trouve que déjà ça change beaucoup de choses et que clairement c'est clairement le genre de sujet où on voit très bien que c'est pas un outil qui va vous changer la face du monde quoi. Et puis bah pour vous trois parce que vous en avez parlé toutes les trois, ces questions de transactionnel par exemple de la position du sauveur,
ou victimaire ou persécuteur. Je trouve que ça permet de comprendre tellement de choses et qu'effectivement, mais moi-même, quand je me formais à tout ça, l'exercice de reconnaître les invitations de qui invite qui, là, mais moi-même, hein, des fois, vous me sortez des trucs en séance pendant les journées de formation et je suis en mode genre, attends, parce que c'est un peu ambigu, là. Ce qu'il a dit, le bénéficiaire, j'ai quand même un doute. Et moi, j'avoue, ce qui me fait un peu rire, c'est pas bien ce que je vais dire. Ce qui me fait un peu rire, c'est de passer genre, allez, la moitié de la formation, la première moitié de la formation, où on voit toutes ces invitations, les uns, les autres, les bénéfices secondaires de ces jeux, les différents rôles, blablabla. Et une fois que vous êtes bien rodé à ça, je débarque pour dire, alors maintenant, nouvelle règle. En fait, vous jouez les 3 rôles en même temps sur 3 plans différents et on va voir les 3 plans. C'est pas bien, mais moi j'aime bien voir la tête des élèves qui sont en mode genre c'est une plaisanterie en fait. Je viens de me farcir 2 mois et demi sur ce putain de triangle dramatique et tu es en train de me dire qu'en fait il y a une suite à ça. Il y avait une suite à ça. Je sais pas si quelqu'un voulait rebondir là-dessus avant que j'enchaîne, j'allais enchaîner mais... Ouais, je voulais juste rebondir sur l'approche systémique dont tu as brièvement parlé, parce que c'est vrai que on a beaucoup parlé d'analyse transactionnelle. Moi, ça a été un des éléments forts aussi de compréhension et de modification en fait de mes accompagnements, cette approche systémique, qui est que surtout alors dans ma pratique de la sophrologie, toutes les thématiques qui sont abordées ne sont bien évidemment des thématiques individuelles, mais ne sont pas que des thématiques individuelles. Et elles font partie d'ensembles et de différents ensembles. Et ça va avec les constructions, je vais y arriver, construction du monde, ça va avec ce fameux triangle de Karpman, et ça va avec d'autres systèmes. Et ça, on en parle, pas autant justement que on aimerait, je pense, beaucoup en parler. Et c'est pour ça aussi il y a la suite. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça a été aussi un élément fort de, ok, en fait, maintenant, je commence à comprendre que c'est pas juste une personne elle est toute seule enfin, dans son truc. C'est vraiment, il y a plein de choses qui se jouent autour, et dans les relations, il y a plein de choses qui se jouent aussi. Ça a été un des éléments forts, je trouve, de la formation et de tout ce qu'on a pu travailler ensemble. Oui, bah alors les constructions du monde font vraiment partie de ce vocabulaire de systémique, hein, je crois que c'est Mathilde hein, qui l'évoquait tout à l'heure, qui vont beaucoup se rapprocher de la notion des croyances, qu'on voit aussi les croyances d'un point de vue plutôt classique du cognitivo-comportemental en journée 5, si j'ai bien mon programme en tête. Mais effectivement, les constructions du monde, je trouve qu'elles ont quand même la... Bon, je prêche pour ma paroisse parce que plutôt un référentiel de systémique, mais je trouve que comparé aux croyances pures et dures, si je peux dire ça comme ça, il y a quelque chose quand même de singulier dans le concept des constructions du monde qu'El-Kaïm n'a pas pondu lui-même, mais qu'il a beaucoup travaillé, beaucoup développé, beaucoup enseigné, etc. Beaucoup écrit là-dessus, notamment avec son livre Si tu m'aimes ne m'aimes pas, on mettra la référence dans la description si vous voulez le lire. C'est un peu rébarbatif, hein, c'est des systémiciens, mais ça reste une masterpiece de la systémique qui fait partie des lectures obligatoires entre guillemets de la formation. D'ailleurs, je dis obligatoire entre guillemets parce que vous n'êtes pas obligé, mais vivement recommandé quoi. Bref, et donc je trouve que ça amène quelque chose de singulier parce que ça amène à comprendre toute la question des répétitions de schémas, ça amène à faire le lien bien sûr après comme tu disais Alice avec l'analyse transactionnelle et comment ces constructions du monde, bah littéralement je me suis construit mon monde sur des besoins qui ont été lésés enfants et que du coup ça m'emmène à des stratégies plutôt de sauveurs, plutôt de victimes, plutôt de persécuteurs. Je trouve que tout ce lien là, les besoins lésés enfants, les constructions du monde, les stratégies comportementales, donc les répétitions de schémas qui s'en suivent, déjà quand t'as réussi, et comme disait Mathilde, déjà ne serait-ce que pour toi-même, à déficeler, dénouer tout ce truc-là, c'est déjà énorme. Et évidemment, bien sûr, quand tu peux le faire à tes bénéficiaires, après que vous le fassiez avec ce vocabulaire et cette lecture ou avec d'autres référentiels et d'autres vocabulaires, peu importe. Et je voulais répondre sur un autre truc que tu as dit, Alice. Je sais. Ah oui, et puis non, c'est Mathilde qui en parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement les constructions du monde, mais ça rejoint ce que disait Alice. Après, ça va mener sur la question, par exemple, des doubles contraintes réciproques, dont on fait une petite intro dans le niveau 1 et que on voit plus après dans le niveau 2 dont fait partie Clémentine et puis Alice plus tard, de systémique pur et dur, parce que là on est vraiment sur les dynamiques relationnelles de systémique, mais effectivement ça permet toute cette introduction à la question des dynamiques relationnelles à l'intérieur du système, des différents systèmes entre eux, donc je trouve que c'est vraiment pertinent. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais les systémiciens sont quand même vraiment pertinents. Ouais, en fait, c'est au-delà aussi même au niveau des constructions du monde. Moi, ça m'a vraiment permis de aussi mieux comprendre mon bénéficiaire ou ma bénéficiaire, en fait.
C'est-à-dire que dans le fait même de comment je vais accompagner cette personne, le fait de savoir si elle a une construction du monde d'incompétence, en fait, je vais arrêter de la bassiner avec 4000 exos à faire, dans lequel, en fait, enfin, voilà, comment finalement, même dans la façon d'accompagner, ça va avoir aussi un enjeu. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi une autre lecture. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, on a plein, un peu comme une boule à facettes, là, où il y a une facette qui est éclairée, puis t'en as quatre autres en même temps. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très, très puissant. Ouais, non, mais t'as raison de le préciser parce qu'effectivement, ils sont bien formés, ces élèves, c'est formidable. Dans l'exemple de la construction du monde d'incompétence, ça me fait penser aux exercices un peu classiques shit du coaching qu'on donne souvent quand on est sur des thématiques de confiance, d'estime, etc. De dire genre pour la semaine prochaine ou pour la séance prochaine, tu me listes les 10 réussites professionnelles que tu as eues depuis 2 ans, tes 5 meilleures qualités ou je ne sais quoi, qui sont des exercices qui servent des changements de niveau 1. Après, bon, pourquoi pas, on n'est pas sur du changement de niveau 2 supérieur, mais ça peut servir, ces changements de niveau 1. Mais typiquement, comme disait Mathilde, si tu proposes ça à quelqu'un qui a une construction d'incompétence, bah au mieux ça sert pas à grand chose, au pire ça ne va faire qu'aggraver, puisque de toute façon qu'est-ce que tu veux qu'elle te le transmettre d'autres, ça sera filtré à travers je suis incompétent, je suis incompétente, je suis incompétent, je suis incompétent. Donc bon, de toute façon ça va pas mener à grand chose. Au mieux on arrivera à faire du même à l'envers, c'est-à-dire que pendant 2 jours ils arriveront à se dire je suis super compétente, je suis super compétent avant de repartir dans le truc. Donc on n'aura pas changé la face du monde. Clémentine, toi tu voulais dire quelque chose là-dessus ou... Totalement, mais c'est vrai que ça aide énormément à prendre les personnes aussi d'un point de vue plus individuel de leurs problématiques, de leur fonctionnement, de ce qui s'est passé aussi potentiellement dans l'enfance ou des choses comme ça. Même moi, en fait, sur le côté pro, je viens questionner sur certains sujets plus deep et souvent on se retrouve à parler de perso parce qu'évidemment c'est très relié aussi. Donc effectivement, ça c'est vraiment des choses qui aident à capter les fonctionnements et à pouvoir bien accompagner. Moi, c'est quelque chose aussi que je demande beaucoup, un peu comment est-ce que tu veux être accompagné aussi, dans quelle mesure, même je fais généralement toujours un petit vocal en démarrage d'accompagnement en mode OK, ben moi mon fonctionnement c'est ça, je vais te répondre à tant de moments dans la journée. Enfin, en fait, je mets le cadre et je le communique beaucoup. Et je pense que le fait de communiquer là-dessus, ça permet que la personne en face, elle a beaucoup plus la liberté de communiquer, elle, sur ses propres limites. Et ses besoins aussi. Et donc, derrière, ça crée une collaboration qui est folle. Enfin, moi, tout le travail aussi qu'on avait fait sur l'alliance, du coup, sur comprendre ce que c'est, etc., bah, forcément, ça m'a énormément parlé. Et derrière, en fait, c'est ce qui, je trouve, crée une relation de confiance où on sait que, ben voilà, il n'y a pas de non-dit. Pour moi, c'est quelque chose de très important qu'il n'y ait pas de non-dit. Donc, c'est quelque chose que je dis, redis, re-redis pendant tout mon accompagnement. Et comme ça, dès qu'il y a la moindre problématique, on la prend à la racine et on voit et on ajuste ensemble, en fait, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour que ça puisse répondre à ses besoins à l'instant T, quoi. Donc, ouais, tout ça, enfin, c'est vraiment la globalité qui permet vraiment de changer profondément sa posture. Mm. Je profite du coup de ce que tu viens de dire avant qu'on arrive après à la question de ce que ça a changé dans vos pratiques pour terminer cette table ronde. Mais du coup, puisque tu parles du cadre, ça me fait penser à l'intervention de Delphine qui fait partie des intervenantes de la formation avec Chloé. Et Delphine, elle vient justement former sur les questions de contre-transfert et sur les questions de définition justement du cadre d'intervention. Et puis Chloé plutôt sur la question traumatique, comment on décèle le trauma dans l'entretien, comment on réoriente, qu'est-ce qu'on accompagne, comment on accompagne, ce qu'on peut accompagner, etc. en fonction de vos métiers et compagnie. Qui sont toutes les deux psychologues cliniciennes, mais de deux orientations différentes. Donc plutôt de la TCC, ICT, ACV ACT, ICV, j'ai versé les voyelles, pour Chloé, et plutôt de la psychodynamique, notamment freudienne pour Delphine. Si ça vous paraît du charabia, c'est qu'il faut venir en formation posture. et du coup, je me disais, est-ce que vous aviez quelque chose sur lequel vous voulez rebondir sur la question des intervenantes? Moi, mon idée, quand je les ai fait venir, au-delà de leur champ d'expertise et de compétences pour lesquelles elles viennent vous former, c'était aussi le parti pris d'en avoir deux qui sont pas de mon référentiel. Même sur un poil plus proche un poil plus proche du référentiel de Chloé que de celui de Delphine, mais justement d'avoir deux intervenantes qui viennent avec d'autres référentiels et d'autres points de vue, et aussi du coup d'autres vocabulaires, d'autres manières de concevoir le bénéficiaire, les problématiques, etc. Et je me demandais si vous aviez, si ça vous évoquait quelque chose à rebondir à la présence de ces deux psychologues dans la formation.
Moi, j'ai adoré parce que justement, déjà, je trouve que c'est un choix qui est même hyper courageux. En fait, en soi, de venir, tu vois, avoir même des personnes qui pourraient, enfin, pas non plus te contredire parce qu'évidemment, il y a des liens entre et tout ça et tu les connais bien, mais qui apportent vraiment un autre éclairage. Et en fait, justement, là où je trouve que dans ces milieux-là de coaching et psycho, on a du mal à, des fois, à faire le lien entre ces différentes spécialités, ces différentes orientations, là, tu permets, en fait, finalement, aux personnes qui sont là, bah, justement, d'avoir une personne à qui elles peuvent poser des questions, à qui on peut interagir et voir différents angles. Et ça ne fait que appuyer sur ce que tu nous dis en journée 1, notamment sur le fait que en fait à la fois on est d'accord, à la fois personne n'est d'accord. Et c'est ça qui est chouette parce que je trouve qu'en tant qu'apprenant, pour le coup, ça nous donne aussi une, on arrive à voir les subtilités et on se dit ok, j'ai une plus appétence pour ça, pour ça, pour ça, et ça nous permet nous aussi d'orienter notre pratique ensuite vers où on a envie d'aller davantage, quoi. Ouais, je crois que moi j'avais été psychotrauma, c'est qu'à le dire, à la fac de psy, parce qu'en première année de psycho à Grenoble, donc il y a un certain nombre d'années, ils avaient fait une matière, enfin il y avait une matière qui s'appelait Histoire de la psycho, grand courant de la psycho, quelque chose comme ça. Et donc en fait, ce qui était quand même sur le papier une très bonne idée. Bon, dans les faits c'était un peu plus compliqué, mais bon, c'était dans l'idée c'était pas mal. Donc on avait 3 profs, un TCCiste, un psychanalyste et une espèce d'intégratif, un peu systémicien, mais pas trop. Bon, on n'a jamais trop su où mettre ce prof, mais peu importe. Et en fait, ils échangeaient. Donc une semaine t'avais le TCCI, la semaine d'après le psychanalyste, la semaine d'après l'intégratif, et puis de nouveau le TCCI, etc. Et tu tournais toute l'année, tu vois. Et je trouvais que l'idée était super sur le papier. Sauf que dans les faits, nous étudiants, on est ressortis de l'année en mode du coup concrètement c'est quoi la réponse. Alors évidemment il nous a fallu des années pour comme le rappelait Mathilde, donc Mathilde fait référence à la journée 1 de la formation, parce que dans la journée 1 justement on passe en revue ces grands courants de la psycho pour remettre un peu de contexte, de vocabulaire, d'histoire, de voilà, et les théories et compagnie. Et donc j'aime bien dire commencer la formation avec un peu de provocation en disant on est tous d'accord sur rien, comme ça au moins c'est clair. Parce que du coup, ça permet d'introduire le fait qu'effectivement, il va y avoir des contradictions, et des fois des contradictions qui sont vraiment fondamentales en fait entre ces différents courants. Et donc du coup, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous à la fac de psy, c'est que de mon vécu, en tout cas, c'était de terminer l'année où en fait finalement ce qui s'est passé, c'est que les profs, le premier semestre, ça va encore, à partir du deuxième semestre, ils viennent en cours en commençant par tacler le prof de la semaine dernière parce qu'ils sont sur le même sujet pendant un mois, et donc ils se taclent les uns les autres parce qu'ils sont pas d'accord. Alors c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir de la contradiction, du débat, etc. Mais alors par contre en tant qu'élève de surcroît de première année, t'étais un peu perdu, quoi. Et du coup on terminait un peu l'année en mode mais du coup au partiel on répond quoi du coup à la question qu'est-ce que la personnalité, qu'est-ce qu'on répond du coup. Donc du coup ça me paraissait futé de pouvoir montrer que en fait à la question qu'est-ce que la personnalité, personne, par exemple pour celle-ci, mais ça marche pour d'autres sujets, personne n'est d'accord. Donc ça me paraissait pas mal que vous ayez d'autres visions, effectivement. Moi, là où ça m'aide beaucoup, c'est aussi, ça vient me rassurer sur les limites de ma profession. C'est-à-dire que moi, je suis sophrologue, je suis pas psychologue. En plus, j'ai même pas fait d'études de psycho, donc je fais de la socio. Donc, je suis plus rassurée et je le vois dans mes accompagnements. J'arrive plus facilement à dire, OK, là, on arrive sur un sujet où en fait, c'est plus mon métier, c'est plus de mon ressort. Après, voilà, j'ai des stratégies. Bien évidemment, je propose de réorienter. Je propose soit un double accompagnement, donc c'est-à-dire un suivi en psy et puis un suivi en sophro en parallèle. Mais ça peut aussi être, prenez le temps d'aller d'abord en psychologie, voir quelqu'un qui va vous correspondre et qui va vous accompagner sur cette thématique-là, ou ces thématiques-là. Et puis, si vous avez encore envie ou besoin après de revenir me voir, revenez me voir. Et en fait, ça me permet vraiment de pouvoir déjà identifier les potentiels traumas. Encore une fois, je suis pas psychologue, je pose pas de diagnostic. N'empêche que, à un moment donné, quand tu as quelqu'un qui arrive et qui te déverse aussi des problématiques qui peuvent être des problématiques de l'enfance ou qui peuvent être des difficultés vécues qui peuvent sembler assez anodines, mais qui en fait peuvent être des traumas derrière, savoir les identifier et savoir dire, en fait, là, moi, je suis pas sûre. Donc, en fait, je vous invite à aller voir quelqu'un d'autre. C'est aussi important, ça permet de protéger tout le monde, et soit les bénéficiaires. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que j'ai plusieurs personnes, plusieurs bénéficiaires qui viennent en
en espèce de première intention. C'est-à-dire qu'aller voir un psychologue, ça fait un peu peur. Et donc, on va aller voir une sophrologue parce que ça fait un peu moins peur et c'est plus facile. Ok, toujours est-il que je suis toujours pas psychologue. Euh, donc, il y a aussi ce garde-fou-là de dire, ok, maintenant, moi, je peux vous expliquer ce que c'est la psychologie, je peux vous expliquer les différents courants aussi, et je peux vous expliquer qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer avec un psychologue clinicien plutôt freudien, avec en TCC, avec etc. Et quand je réoriente, c'est pas juste aller voir un psychologue, basta, c'est plus mon affaire. C'est vraiment, en fait, je comprends que ça puisse être compliqué parce que il y en a beaucoup déjà, les approches sont multiples, et je suis en capacité, moi, de vous expliquer quelles sont les différentes approches qui existent, vous aider aussi peut-être à vous faire une meilleure idée voilà, en quelques discussions, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Et l'autre point aussi que je trouve vraiment soutenant, c'est quand j'ai des échanges avec des psychologues, justement, soit parce que je réoriente un client et qu'elles veulent en discuter avec moi, soit parce que on est dans des réseaux professionnels et qu'on échange et que voilà, on discute, on parle le même langage. Et en fait, rien que ça met aussi tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que quand on parle de trauma, moi, je n'utilise pas ce mot-là à la légère. Et du coup, ça me permet aussi de comprendre un peu mieux, par exemple, de quoi elle me parle quand elle me parle de tel ou tel sujet, par rapport à tel ou tel client pour moi, patient pour elle. Et ça aussi, c'est une force, en fait. Dans l'accueil pluridisciplinaire d'un bénéficiaire, c'est très puissant, en fait. Oui, bah surtout que comme tu disais, des suivis en parallèle pluridisciplinaires, il y en a quand même très très souvent, et je peux que applaudir moi parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand on a ces approches multiples et surtout quand ça peut être un tant soit peu coordonné. Du coup, je me suis noté plusieurs choses, mais il y a quelque chose que tu as dit effectivement, c'est que c'est le fait. En fait, cette journée 1 de la formation, c'est vrai elle est plutôt théorique, hein, parce que c'est la seule journée où on fait de la théorie vraiment toute la journée, mais il faut poser plein de bases, et notamment ça permet aussi effectivement d'avoir ce vocabulaire, d'avoir un vocabulaire commun avec les autres praticiens avec lesquels vous pouvez être amené à travailler en collaboration ou en réorientation, et que notamment la majorité des réorientations qu'on fait, en tout cas pour nous quatre ici, je pense, c'est vers les psychologues. Et que du coup, déjà comme tu dis, psychologues, il y en a plein, et donc la journée 1, elle sert aussi, ne serait-ce que soi-même en tant qu'accompagnant, à savoir la différence entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychopraticien, etc. Parce que déjà pour les accompagnants, c'est pas toujours clair, donc on peut pas attendre des bénéficiaires que eux, ils soient hyper calés à faire la différence entre un psychothérapeute orientation freudienne et un psychologue clinicien orientation lacanienne. Vous voyez, bon, c'est pas leur sujet. Et que la question de la réorientation, donc qui est plutôt la journée 2 de la formation, c'est vraiment super important parce que ça permet de mettre en sécurité tout le monde, ça vous permet de faire des réorientations totales ou des réorientations partielles vers les bonnes personnes, et comme disait Alice, pas juste en mode ah mais moi je peux pas m'en occuper, donc allez voir un psy. Et puis on aura l'occasion d'en parler en journée 2, hein, toutes les questions que ça emmène de les réorientations qui sont refusées, les réorientations qui prennent du temps, les réorientations qui sont acceptées mais où on n'a pas dans le carnet d'adresse quelqu'un vers qui réorienter, et où le bénéficiaire ne trouve pas quelqu'un, et donc du coup qu'est-ce qu'on en fait en attendant de ce genre de bénéficiaire, parce que ok, nous ne sommes pas psychologues, et en attendant s'ils trouvent pas de psy ou s'il y a un délai, hein, parce que des fois ils ont 1 mois, 2 mois, 3 mois d'attente avant de pouvoir consulter le psychologue, et bon, alors du coup qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse dans la nature pendant 2 mois? Est-ce que c'est des gens qui ne peuvent pas rester sans suivi pendant 2 mois? Bon bref, il y a tous ces cas-là. Et je fais juste une parenthèse avant de laisser la parole à Clémentine Mathilde si elle voulait ou pas ajouter quelque chose. Je faisais un rappel parce que tu as parlé de je ne fais pas de diagnostic, et donc je faisais un rappel global parce que ça, on voit passer des trucs sur Instagram pour le moins surprenants. Je vois passer ces derniers temps, depuis 1 an ou 2, c'est la mode des coachs burn-out. Et ça, vraiment, à chaque fois, ça m'interpelle. Donc, je refais un message, mais c'est même pas pour être désagréable, hein, c'est ne serait-ce que pour vous protéger légalement. Je rappelle à tous nos auditeurs, auditrices, qu'il n'y a que les médecins qui sont en possibilité de poser des diagnostics. Alors, le burn-out n'est pas référencié au DSM-5, certes, mais tout ce qui va relever de l'anxiété, de la dépression, du burn-out, bref, autre chose qui pourrait me venir en tête sont des diagnostics, et donc, à ce titre, réservés au corps médical. Les psychologues peuvent tout à fait proposer des pistes, des hypothèses, mais quoi qu'il en soit, c'est aux médecins de trancher les diagnostics. Donc, quand vous mettez coach en burn-out, je vous conseille bien de faire attention à ce que vous utilisez. C'est arrivé d'ailleurs à un collègue d'être
attrapé par l'ARS, par l'Agence régionale de santé, pour des propos entre guillemets un peu ambigus sur sa page de vente, donc faut faire attention. Hein. Bah, sauf si vous êtes médecin, bien entendu, c'est pas le sujet. Mathilde, Clémentine, est-ce que vous vouliez rebondir sur quelque chose? Clémentine, ouais, vas-y. Ouais, je voulais rebondir sur le fait de rediriger et effectivement, c'est vrai aussi que moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment parce qu'à ce moment-là, j'avais une de mes coachées où je pensais que ça serait bien qu'elle ait un double suivi. Et donc, du coup, avoir du feedback là-dessus, etc., ça m'avait aidé. Et puis aussi, maintenant, ça m'arrive régulièrement quand je creuse le sujet en appel découverte, de dire, OK, moi, je suis prête à t'accompagner, mais par contre, je veux qu'il y ait un suivi psy à côté. Et ça, moi, je trouve que quand il y a le suivi psy à côté, c'est tellement dupliqué parce que il y a vraiment ce truc-là de travail sur soi d'un côté et en même temps de comprendre plein de schémas dans lesquels on a évolué et en même temps structurer son entreprise, c'est très relié à soi. Donc, surtout quand on est solopreneur et c'est majoritairement les gens que j'accompagne. Donc, même si j'ai ce volet-là, effectivement, c'est pas mon cadre à moi. Donc, même si je peux apporter des pistes de réflexion, etc., parfois en partageant même ma propre expérience ou des choses comme ça relève pas du travail que peut faire un psy. Et donc parfois le fait d'avoir la double casquette, moi ça me rassure et je sais que je suis pas seule, notamment parce que j'ai des personnes qui viennent soit en plein burn-out, soit en post-burn-out, soit en dépression. Donc c'est des personnes, enfin voilà, je suis pas psy quoi, donc c'est pas mon métier et donc ça me rassure moi de d'avoir quelqu'un qui est derrière aussi et qui vient cadrer un peu ça. D'autant plus que des fois, bah, les psys donnent des conseils sur leur activité, sur qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place et tout ça. Donc des fois, on se fait écho et c'est super rigolo et c'est chouette parce qu'ils entendent deux sons de cloche qui sont parfois les mêmes sons de cloche. Et du coup, ça donne deux fois plus de pouvoir à actionner dans certaines directions, quoi. Carrément. Mathilde, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou est-ce que c'était bon pour toi? Ouais, en fait, ça me faisait écho avec quand on reparle de réorientation et de redirection, d'apprendre à le faire en fait dès l'appel découverte, tu vois. Parce que moi, effectivement, il y avait eu des cas où en fait, c'est une fois qu'on est dans l'accompagnement depuis quelques mois qu'il y a un peu ce truc de punaise, ça, je l'avais pas vu. Et le truc apparaît maintenant, et là, je me retrouve un peu bloquée. Et maintenant, du coup, d'intégrer vraiment dans ma structure d'appel découverte un certain nombre d'autres questions qui vont me permettre de venir valider en fait en amont que je faisais, mais pas de façon systématique, je l'avoue. Et en fait, ça m'a aussi permis de me redire, ok, en fait, et donc si question il y a, je saurais apporter une réponse, évidemment. Parce que si je posais pas la question, c'est que certainement j'avais pas la, j'avais un peu peur qu'on me pose la question. Donc ouais, ça joue aussi. Ça me fait penser ce que tu dis. Mais j'en ai déjà reçu, peut-être vous aussi, mais il y a quelque temps, on fait qui arrive dans mes demandes de DM Insta là. Personne qui me dit qu'elle est closer. Donc leur métier c'est de faire les appels découvertes en gros à votre place et de convertir les prospects en clients quoi. Donc elle me dit qu'elle est closer et qu'elle est spécialiste des professionnels de l'accompagnement. Donc j'imagine qu'elle a dû taper du coup pro de l'accompagnement et que c'est comme ça par les recherches mots-clés qu'elle arrive sur mon compte. Mais moi ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire? C'est-à-dire que par définition pro de l'accompagnement, notre appel découverte, il sert souvent à ne faire que, ou tout du moins en partie, une analyse de demande. Alors après, je ne sais pas, peut-être que les closers en question sont également formés à faire de l'analyse de demande. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça rejoint ce truc-là, c'est qu'effectivement, dès l'appel découverte, ou peu importe le format que c'est dans votre business, la séance préliminaire, l'appel que sais-je, etc., ou que vous le fassiez directement en séance, hein, c'est possible aussi, mais si vous avez un format en amont, quoi, ça, effectivement, ça peut permettre de capter ce genre de choses. Et puis des fois, on le capte pas, hein, et puis des fois, le bénéficiaire l'a pas dit, même si on a posé la question, même si on a investigué, parce qu'il s'en était pas rendu compte lui-même, parce que c'est arrivé après, parce qu'il n'y avait pas l'alliance forcément, puisque c'était le premier contact pour parler du sujet, et donc la réorientation, elle peut se pointer à l'appel découverte. En quel cas, elle est des fois un peu plus simple à gérer, parce que vous n'êtes pas encore engagé dans le processus d'accompagnement, que quand elle se pointe dans le processus d'accompagnement, où des fois là, il peut y avoir la thématique d'avoir fait payer un forfait, un pack de séances, et donc on peut se retrouver en kikiné avec ce problème-là, du bénéficiaire qui refuse la réorientation, du bénéficiaire qui a déjà été suivi plutôt par plusieurs praticiens, praticiennes,
et que là, il est tout content, il vous a trouvé vous, ça se passe très bien, et vous lui dites, eh ben non, on va faire une réorientation parce que ça relève du travail de quelqu'un d'autre, et que là, il va vous dire, ah non, je ne veux pas de la réorientation parce que moi, je veux pas rechanger de praticien praticienne. Bref. Il y a plein de scénarios importants qui peuvent se présenter, et donc effectivement, si on n'est pas basé sur ces questions-là, et sur plein d'autres questions qu'on a évoquées au fur et à mesure de la table ronde, hein, mais je crois que vraiment, en effet, tous les sujets, on a souvent un peu ce truc de s'inquiéter des sujets qui nous permettent d'être légitime, de se sentir légitime, et c'est important, hein. Mais je trouve que la question de la confiance, qui va souvent avec la question de la sécurité, c'est quand même outrement plus important, quoi, parce que vous sentir légitime, c'est bien, hein, c'est très important, c'est indispensable même, mais si vous vous sentez pas en sécurité, parce que la notion du cadre, des limites, de la réorientation, tout ça, c'est pas maîtrisé. La question du trauma, hein, par exemple, comme le disait Alice, hein, même si c'est pas votre métier de les accompagner, vous allez les avoir. À un moment donné, je vais encore faire de la féminazie, je vais encore m'attirer des problèmes, mais si vous accompagnez ne serait-ce que des femmes, eh bien vous aurez des traumas, parce que de toute façon, statistiquement, elles sont quasiment toutes concernées, en fait. Donc, de toute façon, la question du trauma, donc là, dans la formation, c'est Chloé, qui est psychologue, qui va vous former à déceler le trauma, à le réorienter, qu'est-ce que vous pouvez accompagner ou pas, etc. Mais il vaut mieux le maîtriser plutôt que de dire, non, moi, ça me concerne pas, je m'occupe pas du trauma, parce que de toute façon, il se pointera en séance, d'une manière ou d'une autre. Bon, je vois qu'on est à une petite heure d'enregistrement, donc je vous propose la dernière question, le temps que vous ayez le temps toutes les trois de répondre du coup, tout ce qu'on a évoqué là, tout ce travail sur votre posture, ça a changé quoi concrètement dans votre pratique? Alice, t'as la main sur le micro, est-ce que tu es partante? Oui, je suis partante parce qu'en fait, ma réponse, elle va être très courte, dans le sens où ça a changé, on va dire, peu de choses, parce que j'ai démarré avec la formation posture dès le début, en fait. Euh, donc, je peux pas vraiment répondre sur cette question-là, mais par contre, effectivement, je me sens complètement armée dans certaines thématiques où je sais, pour l'avoir déjà travaillé, que ce soit avec toi ou avec ma psychologue à l'époque, je sais que certaines situations auraient été problématiques si j'avais pas eu fait la formation. Ouais, tu penses à des situations là en particulier? Un exemple? Oui, ouais, j'ai des exemples. J'en ai deux en tête là comme ça. Le premier, c'est un bénéficiaire qui a pris rendez-vous, c'est son deuxième rendez-vous et puis il vient pas. Qu'est-ce que je fais? J'appelle pas, je lui laisse pas venir. J'attends. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé et il s'avère que la situation s'est réglée très bien. Mais je pense qu'avant, j'aurais juste passé sous silence et j'aurais attendu et peut-être il serait jamais revenu. Et c'est trop bête parce qu'en fait, il suffit d'appeler et que la personne m'a dit en l'occurrence, bah oui, j'ai eu une galère, j'ai pas eu le temps de vous prévenir et on a repris rendez-vous et puis bah voilà. Euh, Deuxième exemple que j'ai en tête, c'est l'accompagnement d'une jeune demoiselle de 7 ans où prise de colère, voilà, beaucoup de choses émotionnelles qui se passent à la maison. Donc jusque-là, ok. Et puis en creusant, au fil des séances, je constate qu'il y a quand même possiblement du harcèlement scolaire sous une forme très sournoise, c'est-à-dire qu'elle est juste toute seule dans la cour de récré et il y a personne qui va la jouer avec elle, donc difficilement identifiable. Et où là, du coup, j'en parle avec les parents. Je pense qu'avant la formation, je me serais même pas posé la question de, en fait, est-ce que c'est vraiment à moi de l'accompagner sur ça? Parce que le harcèlement scolaire, ça englobe aussi d'autres thématiques. Et là, en l'occurrence, le choix qui a été fait par les parents et puis par la fille, la jeune fille elle-même, ça a été de faire une pause sur la sophrologie et d'aller, voilà, faire un travail en psychologie, mais et potentiellement revenir plus tard. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais jamais, enfin, j'en sais rien, je vais jamais dire jamais, mais j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à identifier en tout cas. Oui, en tout cas, comme tu dis, c'est la thématique aussi de euh, travailler sa posture et donc être plus en sécurité, plus confiant, plus serein, plus légitime, etc. Ça permet aussi de vous éviter des heures de cassage de tête, de rumination, de culpabilité, de tourner en rond, je le fais pas, d'appeler les collègues pour leur demander leur avis, mais en ayant peut-être un peu honte de devoir demander aux collègues en disant qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Enfin bref, tout ce brouillard mental, cette agitation mentale que ça génère, parce que les limites sont pas claires, ouais. Mathilde, est-ce que toi tu saurais dire ce que ça a changé dans ta pratique, vu que tu viens juste de terminer il y a un mois et demi, même pas, il y a un mois?
Moi, ça a changé beaucoup de choses, franchement, et je suis encore en train de changer. Je me sens vraiment au quotidien. Alors, je vais donner des exemples. Déjà, le premier truc qui me vient, c'est vraiment dans ma posture, mais quand je suis en séance, dans le côté friendly qui était vachement là avant, là, en l'occurrence, je sens que j'arrive à être beaucoup plus confrontante, toujours avec bienveillance, mais plus confrontante, en fait. Et ça m'apporte une charge mentale en moins, une légèreté et surtout une puissance, en fait, vraiment dans mes accompagnements. Du coup, je sens vraiment que je ne cherche plus à plaire, en fait, à mes coachés. Ce qui n'était pas le cas encore avant, où j'étais encore dans ce truc-là, de oui, mais bon, quand même, moi, je veux bien qu'elle m'aime, tu vois. Voilà. Donc là, vraiment, je sens que dans ma façon de faire, ma façon de me comporter en séance, le fait de tenir le cadre des séances aussi, donc l'horaire, et d'arriver à la fin, de dire, bah, on arrive à la fin, et de vraiment arriver à la fin, bah, du coup, ça a vraiment changé, en fait, à cet endroit-là. Et ça m'apporte une légèreté mentale qui fait que je démarre mes séances et j'ai moins de lourdeur, en fait, déjà. J'ai déjà moins de lourdeur. Ça, c'est un premier point. Et j'avoue que je kiffe la Mathilde que je vois, en fait, en ce moment, du coup, en accompagnement. Parce que je la trouve beaucoup plus, enfin, ouais, beaucoup moins en train de prendre aussi, voilà, la distinction entre empathie, sympathie. Je l'avais en théorie, hein. Puis il y avait quand même des glissements et d'arriver à mettre vraiment de la distance finalement, mais sans perdre cette accessibilité, cette proximité qui est aussi importante pour moi, et qui est aussi important dans mon marketing en fait aujourd'hui. C'est aussi une de mes forces en fait cette partie-là, donc j'avais pas envie non plus d'être complètement en distance et tout ça, ça me ressemblait pas trop. Donc d'avoir un peu plus d'éclarté sur mon positionnement aussi au niveau de la construction de mon activité quoi, au niveau marketing. Un autre point aussi, bon bah je finis un peu plus mes séances à l'heure quand même, euh, un peu beaucoup mieux quand même. Et ça aussi, ça fait plaisir. Ça fait juste plaisir. On se dit ok, bah on y arrive, on pose un cadre. Et puis allez, le dernier point, vraiment, c'est cette fermeture du territoire là, qui se refait en fait auprès vraiment de mes coachés. Où en fait, le truc c'est que comme je bosse avec elles sur le sujet d'affirmation de soi, et il s'est venu vraiment ancrer le truc de, je savais que mon truc j'étais déjà quand même pas mal, sinon je serais pas allée sur ce sujet-là. Mais là, j'ai beaucoup plus de finesse, autant pour les accompagner que pour moi aussi, identifier à quel endroit, là, par contre, je peux me prendre des flèches de leur part inconsciemment. Exemple, il y a un truc que j'ai vu l'autre fois, mais j'ai tellement pensé à toi, Laura, j'étais en mode purée, mais purée, ça fait encore des eureka partout, quoi. C'était, je sais que par exemple, bah, quand il y a de l'émotion de la part en fait de ma coachée et qu'en fait il y a de l'émotion, donc il y a des larmes qui sont là, qu'on soit en séance ou que ce soit par le biais d'un message, elle a pas respecté le cadre qui était 5 minutes max, nanani nanana. Bah quand il y a de l'émotion, boum, ouverture totale. La différence c'est que maintenant je le vois, je comprends pourquoi du coup là j'arrive pas à poser mon cadre. Donc je suis pas en train de ruminer, de m'en vouloir, de m'auto persécuter, voilà, la, le rôle, je ne sais plus lequel c'est. Euh, mais voilà, on est dedans, quoi. Et du coup, de pouvoir aussi en dire quelque chose de ce moment où j'ai pas posé ma limite, par exemple, où je suis pas revenue. Je peux aussi faire preuve de vulnérabilité auprès de mes coachés pour leur expliquer par effet miroir, bah voilà, là, moi, c'est venu me toucher ici, je te le partage parce que ça pourrait être utile aussi pour toi. Et ça me permet d'avoir des discussions, mais incroyables, en fait. Donc, la promesse qui est de tu vas passer tes accompagnements à un niveau supérieur, moi, je la ressens pleinement aujourd'hui, hein. Hmm. Surtout là, ce que tu viens de dire à la fin, qui est vraiment l'aspect de la congruence, par exemple, que tu as décidé de vraiment inclure dans ta posture et puis en l'occurrence dans ton cas, donc de pouvoir également partager le vécu du praticien, de la praticienne, etc. Ce qui est vraiment un des piliers de l'approche des humanistes, hein, notamment, et qui est vraiment très intéressante en beaucoup de points, notamment parce que ça permet à votre bénéficiaire aussi de faire l'expérience de recevoir aussi le vécu inconfortable de l'autre. Ça lui permet de faire l'expérience que ça peut se passer comme ça dans une relation. On peut se dire ce qui est difficile, ce qui est inconfortable, sans que ça signe l'abandon, la fin, la rupture, le conflit, la violence ou que sais-je, ce qu'il a pu vivre. Donc ça peut être vraiment très très pertinent, même d'un point de vue de la technique d'accompagnement, si je puis dire ça comme ça, outre le partage sincère que vous avez à faire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça montre qu'au fur et à mesure d'expérimenter, d'apprendre et d'expérimenter ces différents piliers, les différents référentiels, etc., ça vous permet de choisir après ce qui vous parle le plus, ce qui résonne le plus, en tout cas aujourd'hui, dans votre pratique, comme là par exemple ce pilier de la congruence qui est vraiment matérialisé, du coup, dans tes accompagnements, quoi.
Ouais. Et juste dernier point qui me vient, c'est justement quand tu parles de ça, en fait, je me sens plus moi-même, en fait, dans mes accompagnements. C'est-à-dire que je me rends compte que oui, cette posture de très parent nourricier que j'avais beaucoup, en fait, je me rends compte que oui, il me correspond, mais que j'ai aussi toute une autre partie qui est en mode, non, mais beaucoup plus adulte, finalement, et qui me fait du bien aussi de pouvoir l'exprimer et de me sentir, mais ok, en fait, il n'y a pas une question, tu vois, de sentiment, d'amour, de plaire, etc., et de m'en être libérée, c'est vraiment chouette, en gros. Enfin, franchement, aujourd'hui, pouvoir dire, j'ai plus peur que mes coachés soient un peu agacés contre moi. Ça paraît débile peut-être, mais ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de bien, quoi. Ah bah, de toute façon, les positions de prédilection de Sauveur, faut rappeler, hein, on l'a vu en formation, le niveau que tu cherchais, c'était l'auto-jeu psychologique. Faut revoir le cours. Les positions de prédilection de Sauveur, vous l'avez vu dans la formation, hein, ont tout à fait en horreur les positions de persécuteur. Hein, donc de toute façon, qui dit quelqu'un agacé, énervé, fâché contre moi, dit je n'obtiens pas mon besoin de reconnaissance de position de Sauveur. Donc là, le Sauveur préfère foutre le camp de l'interaction ou passer en position victimaire pour essayer au moins d'avoir l'approbation à défaut d'avoir la reconnaissance. Enfin bref, on verra ça en formation. Et je voulais rebondir sur un autre truc que tu as dit. Tenir le timing des séances, la congruence. Sur quoi je voulais rebondir? Je ne sais plus. C'est pas grave, ça va me revenir le temps que Clémentine nous dise si tu veux. Est-ce que toi ça a changé dans ta pratique? Ouais, ouais, carrément. Mais déjà, je me retrouve beaucoup dans ce que partage Mathilde, effectivement. Le côté cherche plus à plaire. Et même, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on se met à communiquer sur ses besoins et ses limites, nos coachés, enfin, nos bénéficiaires se mettent à communiquer sur leurs besoins et limites. J'ai vécu une situation comme ça à un moment donné où, du coup, moi, il y a tout un suivi en message personnalisé, en vocaux, etc. pendant 4 mois. Et je sais pas, un jour sur un vocal, je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais en tout cas chez ma bénéficiaire, ça a ressorti de la culpabilité. Donc tout ce que j'essaye de leur faire éviter. Donc en fait, ben, j'ai pas eu de réponse à ce vocal pendant 2, 3 jours, jusqu'à ce qu'elle me fasse une réponse très détaillée de comment est-ce qu'elle s'est sentie quand elle a reçu ce vocal. Sur ses émotions, sur tout ce qu'elle aurait à dire par rapport à ça. Et j'étais là, j'ai réussi. Franchement, c'était le message, au lieu de le vivre en fait comme une attaque personnelle, parce qu'en fait c'est ça aussi le problème, c'est que quand on en cherche à être, à plaire à ses bénéficiaires, c'est beaucoup ça aussi le truc derrière. Ben là, le fait de sortir de ce cadre-là et de se dire, déjà, on parle pas de moi, on parle d'un mot que enfin, de phrases que j'ai prononcées. Mais en plus, genre, ben là, je suis face à quelqu'un qui exprime son besoin et l'émotion ressentie. Mais en fait, c'est bon, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné parce que là, je suis trop contente qu'elle m'ait exprimé ça parce qu'en fait, l'alliance ne va être que plus forte. Et donc, du coup, la seule chose que je lui ai dit, c'est merci. Non, merci parce que déjà, moi, ça me donne matière à me remettre en question, à essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit ça dans ce contexte-là et qu'est-ce qui s'est passé. Et puis derrière, le fait qu'elle m'exprime tout ça, j'étais là, mais c'est incroyable. Et en fait, derrière, on s'est envoyé plein de petits messages d'amour en mode ah, c'est trop bien, on est trop contente, on a parlé de ce qu'on avait sur le cœur et en fait, ben, c'est trop chouette. Et derrière, l'accompagnement, il est que plus beau parce que il y a une vraie connexion en fait humaine et stable en fait dans la posture d'adulte en fait finalement d'une certaine manière. Donc ouais, moi j'avais envie de partager ce petit exemple-là. Mais sinon, on a un petit peu évoqué aussi. Moi, je pense que ce que ça m'a apporté, c'est effectivement, il y avait cette question de positionnement et du coup, quelque part de communication, parce que dans ma manière de parler de mes offres, c'est forcément un petit peu différent. Ou en tout cas, je suis, enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, c'est plus arrêté. Je sais sur quoi j'accompagne et sur quoi j'accompagne pas. Ce qui fait que j'ai aussi eu des personnes qui étaient vraiment dans mon cœur de cible. J'ai moins eu des personnes avec lesquelles je suis pas très confortable, ou en tout cas, si je les avais en appel découverte, ben, en fait, je redirigeais, ou si je sentais que voilà, ça matchait pas trop dans la manière d'être ou de faire, peu importe, ben, j'avais tendance à plus rediriger et à plus m'autoriser d'accepter des personnes avec qui il y avait un vrai feeling ou avec qui
Enfin, en tout cas, ça venait naturellement, quoi. Quasiment mes appels découvertes, ils convertissent quasiment à 100%, parce qu'il y a peu d'objections, j'essaye de les traiter tout avant. Mais donc, du coup, il y a juste cette connexion à l'autre qui se fait ou qui se fait pas. Mais en tout cas, c'est généralement que des personnes qui sont ouais, dans mon cœur de cible, quoi. Donc ça m'a permis aussi, je pense, d'une certaine manière, de faire du tri en amont et donc de gagner du temps d'une certaine manière aussi avant d'accompagner les personnes, quoi. Voilà, et puis après, bien sûr, les séances qui finissent pas 1000 ans après la fin, ce genre de choses. Même des fois, ça m'arrive de dire, notamment parce que je fais des petits coachings de 30 minutes dans d'autres programmes où je commence en disant, OK, on a 30 minutes devant nous, parce que 30 minutes, c'est très court et on peut vite déborder. Ben, rien que de rappeler ça, c'est OK, le jeu, on a compris les règles l'une et l'autre, et le jeu, il va être dans les règles de l'art, quoi. Donc voilà, Moi, c'est un concrètement. sujet que j'aime beaucoup dans la formation à posture. C'est un truc qui revient souvent à la question du timing des séances qui déborde. Et quand c'est le cas que c'est le praticien ou la praticienne qui n'arrive pas à arrêter un flux de parole, qui a du mal à rappeler, voilà, Mathilde elle rigole parce qu'elle s'est un peu, elle s'est un peu visée. C'est ça aussi, moi, que je trouve fascinant quand on travaille la posture entre le formateur-formatrice et les élèves, c'est tous les échanges qui se passent et qui font miroir à ce que vous, praticien, vous allez vivre après en séance avec vos bénéficiaires. De nous venir interroger, en fait, qu'est-ce qui se joue chez toi pour que toi, t'arrives pas à la terminer cette séance. Est-ce que tu as l'impression d'être méchante? Est-ce que tu as l'impression d'abandonner? Est-ce que tu as l'impression de séparer? Est-ce que c'est toi qui vis mal ça? Est-ce que c'est ton bénéficiaire qui te le fait vivre? Est-ce que c'est projectif ou est-ce que c'est du contre-transfert, hein, tout ça, tout ça. Et je me suis noté deux choses, donc un truc que je voulais rebondir de Clémentine et qui fait le lien avec ce que je voulais dire par rapport à Mathilde et que j'avais oublié. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Clémentine, que oui, l'alliance ne se défait pas dans la confrontation et dans le conflit. Conflit, on s'entend, non violent, bien entendu, dans la confrontation. Hein. Et que même, précisément, l'inverse, c'est qu'à ne vouloir jamais être dans la confrontation, je m'adresse notamment à toutes les positions de sauveur, people pleaser en devenir ou en action, vous ne permettez pas aussi à vos bénéficiaires d'expérimenter la confrontation. Or, me semble-t-il, il vaut mieux qu'ils expérimentent la confrontation non violente avec vous, dans un cadre d'attachement sécure, etc., territoire psychique fermé, de cadre sécurisé, que à l'extérieur. Et du coup, ça fait un peu lien à ce que je m'étais noté, je voulais rebondir sur ce que disait Mathilde dans le fait d'être soi-même, c'est qu'effectivement tout ce travail de fermeture du territoire psychique, comme on dit souvent systémique, de devenir à soi-même son propre parent, eh bien effectivement c'est ça qui permet d'être vous-même, puisque c'est ça qui délimite le dedans, le dehors, etc., etc. Bref, on verra ça en formation. Et donc qui permet de murer, de sortir des rôles, par exemple du sauveur. Or, par définition, tant que je joue au sauveur ou à autre chose, je suis dans un rôle, et donc par définition, tant que je suis dans un rôle, eh ben je ne suis pas moi-même. Et donc de fait, si vous êtes dans un rôle, vous obligez un peu de facto votre bénéficiaire à rester dans la posture complémentaire ou équivalente à la vôtre, et donc à être dans un rôle, et donc à ne pas être lui-même. Donc précisément, en fait, si genre votre promesse d'accompagnement, c'est j'accompagne les femmes à devenir elles-mêmes, à se sentir elles-mêmes, etc. Alors qu'en fait, dans votre posture, vous êtes dans un jeu psychologique. Ça veut dire que vous mettez votre bénéficiaire dans un jeu psychologique et que donc de fait, vous ne tenez pas la promesse de qu'elle soit elle-même, puisque par définition, elle est dans un rôle, quoi. Enfin bref, voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que ça me paraissait important ce truc-là, et de dire que aussi du côté formateur, formatrice, en tout cas je parle pour moi, mais c'est notre expérience que le coaching, parce que bon, évidemment c'est pas tout à fait la même posture, n'est-ce pas, puisqu'on parle de ça depuis 1 heure et quart. Mais surtout que en coaching, on voit un individu évoluer et c'est super. Mais alors en formation, c'est rigolo parce que tu vois les individus et tu vois tout le système aussi qui change. Et justement, ça c'est, fortement quand t'as une lecture systémique, on va y être attentif et attentive également. Mais du coup, c'est de voir tous les individus évoluer au fur et à mesure de fermer ce territoire psychique, parce que moi, mon travail, au-delà de vous former, c'est d'avoir cette lecture individuelle sur chaque élève de où est-ce qu'on en est de la fermeture des territoires pour que ça évolue. Et donc, c'est rigolo de voir l'évolution des groupes qui des fois sont plus du tout les mêmes qu'au début. Moi, ce que j'adore, c'est que quand je fais les appels découvertes, comme là, je vais commencer à les faire pour le recrutement de la promo 9, c'est au fur et à mesure de voir les élèves arriver. C'est que tu vois le fil rouge se tisser par un phénomène mystique que je n'explique pas. C'est qu'il y a toujours un fil rouge différent entre dans chaque promo, quoi, et que tu vois ce fil se dérouler au fur et à mesure de la formation. Je trouve ça rigolo, un peu étonnant, par un phénomène que je n'explique pas bien, un peu de systémique et un peu
mystique, extraordinaire, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir discuté avec moi de ces questions de posture. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez pu tout dire? Moi, je voulais ajouter qu'une des forces de cette formation, c'est qu'on y a toujours accès, en fait, même quand elle est terminée. Et régulièrement, je me suis vue avoir besoin d'y retourner parce que une situation m'a interpellée ou parce que j'étais plus sûre de quelque chose. Et ça, pour moi, c'est aussi une valeur ajoutée, puisque l'idée, c'est aussi de faire la promo de la prochaine promo. Euh, Vraiment, c'est aussi une grande valeur ajoutée par rapport à d'autres formations où, en fait, une fois que c'est fini, quoi. Et t'as que tes notes et tes souvenirs. Je trouve que, bon, et les supports qui t'ont donné, je trouve que là, le fait de pouvoir avoir accès à chaque fois, en fait, à tout ce qui a été déjà vu et puis de pouvoir revenir dessus, c'est vraiment une valeur ajoutée, enfin, qui, moi, me sert régulièrement, en fait. Oui, tu fais bien de le rappeler, effectivement. Donc, pour nos auditoristes, ce que Alice évoque, c'est que quand vous avez terminé la formation, vous avez une plateforme de formation, vous avez les replays, les diapos, les quiz, les contenus pour aller plus loin, etc. Et donc ça, vous gardez accès, même après la fin de votre promo, ce qui fait que vos replays de vos journées de formation seront bien entendu remplacés par les replays de la promo suivante, mais du coup, vous aurez accès aux replays de la promo suivante, ce qui fait que ceux qui ont fait la promo 1 ou la promo 2, par exemple, qui du coup l'ont payé moins cher, c'est l'avantage d'être venu au début, eux ont toujours accès, là par exemple, au replay de la promo 9. Voilà, vous gardez l'accès à l'espace, ce qui permet d'avoir accès aux mises à jour, et ce qui vous permet d'avoir le temps effectivement d'y revenir, parce qu'on voit quand même beaucoup de choses dans cette formation, donc je comprends bien qu'on ait besoin de faire un peu des rafraîchissements. Est-ce que Clémentine ou Mathilde, vous voulez rajouter quelque chose, ou est-ce que... Bah, moi, juste pour dire que franchement, ça devrait être une obligation de passer par cette formation, en fait. Pardon d'être aussi direct. Mais ouais, non, non, franchement, à faire. Vraiment à faire, en fait. Enfin, s'il y a une once d'hésitation, bah, on arrête d'hésiter, puis en fait, on y va parce que je pense que si on est là, si les personnes écoutent déjà ça, c'est qu'il y a déjà un intérêt et que ça veut dire que là, il y a juste besoin d'une confirmation. Faites-vous confiance, faites confiance à Laura. L'expertise est là, l'accompagnement est là et il y a un avant-après qui est certain, quoi. Oui, totalement en accord avec ça. C'est sûr que moi, ça a tout changé. Pour aller jusqu'au niveau 2, c'est que c'est bien que j'en suis très convaincue. Donc ouais, foncez si vous avez la moindre hésitation. Il n'y a plus à en avoir. C'est vraiment une très très bonne formation que je recommande très régulièrement d'ailleurs autour de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous écrire. Je pense que les filles, ouais, elles disent oui aussi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On sera ravis aussi de vous répondre. Merci beaucoup, mesdames. C'était très chouette d'échanger avec vous pendant 1h15 à peu près. Hein. En commençant, je leur ai dit entre 45 minutes et 1h15. Donc bon, nous sommes sur l'autre partie de la tranche horaire. Hein. Merci beaucoup pour tous ces retours, ces échanges très intéressants, et puis aussi pour tous les compliments que vous avez fait à mon égard et à l'égard de la formation. Et merci à nos auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout, en vidéo, en audio. On se retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode. Clémentine, à très vite dans le niveau 2. Alice et Mathilde, à très vite d'une manière ou d'une autre. Merci à toi, Laura. Et Merci merci beaucoup. Clémentine et Mathilde pour ces échanges. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions, ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.